bienvenue à toutes et tous pour ce premier webinaire d'une série qu'on espère longue et prospère, une série de webinaires du coup qui va être organisée par plein d'organisations militantes, mais aussi plein de luttes locales, avec vraiment l'idée de mettre en valeur ces luttes et un peu comme ce dont on va parler ce soir, un peu toutes les manières de construire des luttes locales, toutes les alliances qui peuvent se créer, etc. Et ce webinaire, du coup, on le prévoit on prévoit d'en faire à peu près un par mois avec donc toutes ces personnes qui ont envie de co-organiser. N'hésitez pas, si vous-même êtes intéressé pour proposer un sujet, que ce soit un sujet thématique, que ce soit un sujet plutôt organisationnel, que ce soit mettre en valeur des luttes que vous connaissez, vraiment n'hésitez pas à nous contacter ou à le signaler à la fin si ça vous intéresse de participer à cette série. Et je vais laisser Victor peut-être introduire un petit peu le pourquoi du comment de cette idée de série de webinaires et ensuite on pourra passer aux premières interventions de ces fabuleuses personnes qui se sont connectées, je les vois. Vas-y Victor. Salut tout le monde et content de vous voir nombreuses et nombreux ce soir. Moi, je suis Victor, ça fait une petite dizaine d'années que je suis militant écolo dans pas mal d'organisations. J'ai surtout été sur une chaîne qui s'appelle Partager, c'est sympa, que vous connaissez peut-être les 4 dernières années, vraiment sur la question de communication et de vidéo en soutien à des luttes et des batailles écologistes et surtout en rapport avec le climat et la réémergence des mouvements climatiques à partir de 2018. Dans ce cadre-là, on avait lancé il y a 2 ans et demi une campagne qui s'appelle Super Local, dont vous avez peut-être entendu parler, qui avait vraiment vocation à, une fois passé les marches, l'affaire du siècle et plein de dynamiques autour du climat, vocation à peut-être remettre au cœur du jeu et revisibiliser un maximum les luttes locales contre les projets polluants inutiles imposés. Il y a évidemment plein de formulations, plein de terminologies, on va pouvoir aussi en parler. Et donc, on a bossé notamment avec Reporter pour lancer la carte des luttes que vous connaissez sans doute, qui est maintenant un référentiel très établi, où on a plus de 400 luttes identifiées sur cette carte-là, qui permettent vraiment de montrer et visibiliser l'importance de ce mouvement concret de lutte locale à travers la France qui se battent un peu partout et un peu de la même manière d'ailleurs contre des projets polluants, que ce soit des fermes-usines, des autoroutes, des centres commerciaux, des entrepôts Amazon, des méga-bassines parfois, on va pouvoir en parler aussi tout à l'heure, etc., etc. Toutes sortes de projets qui nous semblent en tout cas parfaitement incompatibles avec les impératifs de préservation de la biodiversité et du climat, et qui malheureusement continuent d'exister un peu partout en France et contre lesquels vous et nous battons au quotidien dans ce collectif. Donc on avait lancé cette campagne et cette carte il y a 2 ans et demi. C'est rigolo, il y avait 60 collectifs inscrits sur cette carte à ce moment-là. Maintenant, on en est à quasiment plus de 400. Donc c'est aussi très très inspirant et très très motivant de voir que quand on creuse un peu, il y a énormément de collectifs d'habitants qui se battent spontanément contre ces projets-là et que heureusement on ne laisse pas ça passer comme une lettre à la poste. Bon, et nous, après toute une série de péripéties dont je vous passe un peu le détail, on a créé une petite association qui s'appelle Terre de lutte et qui essaye justement de fournir du support et de raconter ce mouvement des luttes locales qui se coordonne et qui est de plus en plus important à travers la France. Et donc, on a produit un rapport en novembre dernier, que vous avez peut-être vu, qui s'appelle Coproduit, qui s'appelle Les David s'organisent contre Goliath, après 70 interviews de collectifs, dont peut-être vous, j'en vois plusieurs ici qui ont été, je pense, interrogés dans ce cadre-là, et qui vraiment arrivent à ce constat partagé que, d'une part, on voit de plus en plus ces luttes locales, elles émergent de plus en plus, elles arrivent heureusement de plus en plus à émerger dans le débat national. Elles ont peut-être toujours été là, ça c'est une question qui se pose, mais en tout cas, elles existent de plus en plus et on a l'impression, l'intuition, en tout cas de ce qu'on voit, qu'il y a de plus en plus de coopération qui se crée un peu à tous les niveaux, que ce soit à la fois des coordinations sur des thèmes en particulier, typiquement on aura des représentants de ces coordinations qui vont nous parler de ça tout à l'heure, mais des gens qui se battent en même temps et ensemble contre les extensions d'aéroports, contre les fermes-usines, contre les entrepôts Amazon, etc., etc. Et à la fois des entraides et des alliances locales, régionales, qui se font très souvent, et à la fois des mouvements alliés et des ONG qui s'impliquent de plus en plus là-dedans. On pense par exemple au soulèvement de la Terre ou aux journées d'action contre la réintoxication du monde, qui étaient des moments de convergence de toutes ces luttes-là sur des actions communes. Voilà, ces dynamiques-là, elles sont de plus en plus nombreuses, elles sont de plus en plus importantes, et elles sont, selon nous,
hyper réjouissante parce qu'elle montre aussi la vivacité et l'envie de plein de gens de se battre maintenant concrètement contre ces projets-là. On pense que après tous les mouvements autour du climat, toutes les incantations, peut-être la défaite aussi autour de la loi climat, on pense maintenant qu'il faut aussi concrétiser cette lutte-là, cette bataille, en arrêtant tous ces projets qui sont complètement incompatibles. Vous le faites déjà et on va continuer à le faire ensemble et on pense qu'on peut se renforcer ensemble. L'objet de ce webinaire qu'on a aussi voulu faire ce soir, c'est ça, c'est essayer de mieux comprendre et mieux visibiliser qui fait quoi dans cet écosystème qui est peut-être parfois un peu compliqué et un peu difficile à comprendre. Quelle ONG travaille sur quelle campagne ou sur quel sujet, quelle coopération existe déjà au niveau des régions, comment est-ce qu'on peut avoir du soutien sur plein d'aspects très, très pratiques. Je pense notamment au juridique ou à la communication, qui sont des besoins qui reviennent vraiment tout le temps, quasiment dans les luttes, mais aussi sur l'organisation opérationnelle d'un collectif, sur l'organisation d'actions, de manifestations, de désobéissance civile, etc. etc. Pour tout ça, alors, pour une partie de tout ça, hein, on a essayé de compiler énormément d'éléments sur un site qui s'appelle lutte-local.fr. Edouard a remis là dans le chat le lien. Et je vous invite vraiment à regarder. On a mis beaucoup de documentation, parfois d'ailleurs issus de vos collectifs, parfois issus d'ONG. On a essayé de compiler un maximum de documents utiles à un maximum de luttes sur ce site-là. Oui, et justement, on a voulu, avec cette soirée, essayer d'inviter un maximum d'alliés qui vont pouvoir nous parler, chacune, de comment est-ce qu'on peut s'entraider entre luttes à tous ces niveaux-là. Donc, on va passer en revue un peu tout ça. Moi, je voulais du coup vous redire que du coup, la petite association Terre de Lutte, on a vocation à produire ce genre de rapport, à continuer d'alimenter ce site luttelocal.fr avec un maximum de documentation. Si vous avez des choses utiles et inspirantes pour les collectifs qui peuvent être partagés à d'autres collectifs et qui peuvent être utiles à d'autres, n'hésitez pas, on peut les mettre complètement dessus. On a aussi lancé une newsletter qui s'appelle l'Écho des luttes, que vous recevez peut-être, qui vise aussi à montrer l'agenda et montrer la vivacité de ce qui se passe, montrer aussi des victoires de lutte, parce qu'on en parle très peu, mais en fait, sur la carte reporter, il y a un onglet victoire, et il y a une quarantaine de luttes qui ont été gagnées, rien que les 2 dernières années. C'est aussi hyper intéressant, à un moment peut-être un peu morose d'élection présidentielle ou de loi climat perdue ou quoi, de voir que, heureusement, au niveau local, grâce à l'immobilisation des habitants, on arrive encore à gagner, on arrive encore à empêcher ce genre de projet, grâce à la détermination de toutes et tous. Voilà, on fait d'autres choses et on est aussi à disposition, on répond aux questions et on oriente potentiellement certains collectifs. On aide aussi parfois à la communication, à différents aspects avec Terre de Lutte. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous envoyer l'adresse de contact si jamais vous pensez qu'on peut être utile. En tout cas, nous, on va aussi continuer à produire tous ces contenus globaux qui permettent de montrer qu'on est un mouvement collectif et que peut-être ensemble, à la fin, c'est nous qu'on va gagner, comme disait François Ruffin. Je te rends la parole, Enora, pour la suite. Merci beaucoup, Victor. On va passer donc à la première partie du webinaire avec des récits de lutte. 3 récits de lutte, des luttes locales, mais qui ont aussi su construire des alliances et construire un peu des réseaux de mobilisation sur plein de sujets qui, du coup, leur ont servi dans leur parcours de lutte à différentes choses, selon les étapes, et elles vont nous raconter ça très bien. On va donc avoir Audrey qui va commencer, et ensuite, donc sur la question de l'aviation. Et ensuite, on aura Mélissa des Bassines, non merci, et Laura de Stop Amazon 76, donc un fabuleux programme. Et je laisse Audrey commencer. Bonsoir tout le monde, très heureuse d'être là et je salue la création de cette association Terre de Lutte et ce premier webinaire. Je suis ravie de participer. Donc, moi, je vais vous parler en fait un petit peu de notre expérience au sein du collectif NoOT4 dont je suis porte-parole. Donc, c'est un collectif citoyen qui lutte contre l'extension de l'aéroport de Roissy. Donc, ce projet, c'est juste pour dresser un petit peu les contours. En fait, c'est une giga extension. Enfin, c'était, puisque ça fait partie des luttes qui ont été gagnées, même si on sait qu'il y aura peut-être un deuxième round, mais
Donc une giga extension de l'aéroport de Roissy avec une augmentation du trafic de 50%, et donc un projet évidemment climaticide, puisque l'aviation, c'est le moyen de transport le plus émetteur de gaz à effet de serre. Donc évidemment, on était là sur un projet qui va complètement à l'encontre de la nécessité de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, plus un impact important sur la santé des populations survolées, en fait, qui sont, en gros, il y a déjà, on perd déjà 3 années de vie en bonne santé sous les couloirs aériens de Roissy à cause du bruit, en fait, puisque le bruit, c'est pas seulement une gêne au quotidien, c'est vraiment un impact avéré et prouvé scientifiquement sur la santé. Donc voilà un petit peu les contours de ce projet qui avait été lancé en 2019 par le groupe Aéroport de Paris. Donc nous, on s'est créé à ce moment-là. Donc ça a été 2 années de lutte, ce qui est court par rapport à plein de luttes, puisque là, il y a l'abandon du projet a été annoncé en février 2021 par la ministre de l'Environnement. Et vraiment, cette victoire, elle a été rendue possible par un travail en commun avec de très nombreuses associations. On ne serait jamais arrivé à cette victoire si on n'avait pas justement uni nos forces avec beaucoup d'associations. Enfin, comme beaucoup de luttes, en fait, on a commencé à très peu. Et c'est vrai qu'au départ, quand on refait l'histoire, on se dit mon Dieu, en fait, au départ, on était 5, on était 10. Voilà, on était vraiment tout petits face à un énorme projet porté par un industriel très puissant, le groupe Aéroport de Paris, soutenu par le gouvernement, parce que c'est des grands projets d'État, en fait, d'aménagement du territoire. Donc voilà, nous, on s'est dit tout de suite, la clé, c'est d'aller chercher d'autres associations qui ont intérêt à agir et qui ont en fait des compétences et des ressources complémentaires aux nôtres. Et je pense qu'une des choses vraiment importantes, c'est d'être allé chercher ces associations à plein de niveaux différents, que ce soit un niveau très, très local et jusqu'au niveau national, en fait. Et c'est vraiment la complémentarité de l'ensemble des acteurs qui a fait qu'on a pu aller activer tous les leviers. Parce qu'en plus, le projet était vraiment à très court terme. En fait, le début des travaux, normalement, ça devait être fin 2020. Donc, en fait, on avait vraiment, en gros, voilà, un an et demi. C'était vraiment la guerre éclair, quoi. Il fallait qu'on mette vraiment tout sur le tapis très, très vite. Donc, quand je dis aller chercher toutes ces associations, à la fois au niveau très local, parce qu'il y avait déjà une association de défense en fait, des riverains de l'aéroport de Roissy qui était active, tout ce qui était vraiment association de défense de l'environnement sur le territoire. Donc, on a travaillé avec cette association qui s'appelle l'Advocnar, des associations aussi potentiellement amies, même si c'était sur des thématiques différentes, notamment celle le CPTG qui se bat contre la bétonisation du triangle de Gonesse, qui est dans le Val d'Oise à côté de chez nous. Donc après, des associations qui sont très actives sur l'Île-de-France et qui sont parfois des groupes locaux d'associations nationales comme Alternative à Paris, Greenpeace Paris, XR et Youth for Climate Île-de-France, les Amis de la Terre Paris, FNE Île-de-France, et aussi du coup des associations nationales comme Alternativa, Greenpeace, Notre Affaire à tous, Réseau Action Climat, et même jusqu'au niveau international, puisqu'on a créé des liens forts avec Grandit, qui est une association qui lutte contre le développement du trafic aérien au niveau européen et même international. Et on a fait aussi un peu plus tardivement, mais c'est extrêmement important, un pas de côté en allant chercher des salariés du secteur aérien qui commençaient à se mobiliser sur la question aussi climatique, et donc des collectifs qui commençaient à naître et avec lesquels on a non seulement travaillé, mais on s'est aussi inscrit au sein d'un collectif qui s'appelle Pensons à l'aéronautique pour demain, et dans lequel il y a des salariés, des syndicats du secteur aérien. Donc ça a été très, très important. Et j'oubliais au niveau local aussi, avec des élus locaux. Et tout ça, ça nous a permis, alors on l'a formalisé, cette association avec, ce travail collectif avec les associations sous la forme d'une interorga, en fait, qui s'est
au départ, c'était plutôt informel. Et finalement, on a trouvé que c'était vraiment beaucoup, beaucoup plus efficace de s'organiser en fait en interorga qui se rencontraient tous les mois pour mettre en place les actions, réfléchir les actions ensemble, mettre en place les synergies et aussi, du coup, ce qui était intéressant, c'est que c'était finalement une collaboration à géométrie variable, c'est-à-dire que parfois le lead était pris par 2-3 assos, les autres soutenaient ou ne participaient pas forcément. Des fois, on avait des actions tous en commun, voilà, mais c'était vraiment cette géométrie variable et cette liberté, et finalement, chacun apportait les ressources au moment où il pouvait et ses compétences selon les types d'actions. Ça, c'était vraiment, je pense, la clé aussi de l'efficacité de la collaboration. Et grâce à ça, on a pu en fait attaquer sur tous les fronts en même temps. Je pense que ce qui est hyper vertueux en fait de prendre en étau en fait ce type de projet quand on peut le faire sous tous les angles. Donc l'angle juridique, donc on a attaqué en justice avec l'aide de Notre Affaire à tous, avec FNU Île-de-France, avec aussi les associations qui défendent le triangle de Gonesse et l'association de riverains de l'aéroport de Roissy. Donc on voit que là, on avait tous les niveaux en fait qui étaient qui se sont alliés. On était une quinzaine d'associations pour cette attaque en justice. Évidemment, le levier citoyen qui est extrêmement important. Donc, à la fois des manifestations locales avec les associations locales, mais aussi une pétition qu'on a lancée sur la plateforme Green Voice de Greenpeace. Et grâce à Greenpeace, en fait, on a obtenu très vite beaucoup de signatures. Donc, on est à 48 000 signatures aujourd'hui. Voilà, on a tout de suite eu un énorme poids avec cette pétition, qui nous permet aussi d'avoir une base de données justement pour mobiliser les gens quand on a des actions. Une action de désobéissance civile qui a joué un rôle très important dans le fait d'obtenir une victoire, qui était coordonnée par Alternativa, même au niveau national. Et ça, j'en reparlerai parce que ça s'est fait aussi grâce à un réseau national de lutte locale contre l'aviation. Et donc, il y a eu cette journée-là 18 actions en France contre les aéroports, ce qui est historique. Et donc, nous, à Roissy, 300 personnes sur le tarmac, à Roissy, dont une centaine sur le tarmac. Et ça a vraiment, ça a été un coup de semonce et vraiment contribué à l'abandon du projet. Et avec, justement, ce jour-là, présent vraiment toutes les associations de cet interorga, donc de la défense des riverains de l'aéroport, et donc qui portent l'argumentaire santé, jusqu'à toutes les assos climat, XR, Greenpeace, Youth for Climate, voilà, évidemment Alternativa qui a coordonné cette action, et même des scientifiques et des salariés, donc avec qui voilà, on avait loué des liens. Et c'est vrai qu'en termes d'impact de l'action, de crédibilité, de surface aussi médiatique de cette action, ça a énormément joué. Et il faut me dire pour le temps, parce que je ne regarde pas trop en même temps, donc Enora, n'hésite pas. Et un autre point très important dont j'avais envie de parler, c'est justement le volet élu que j'ai évoqué tout à l'heure. En fait, ça, c'est extrêmement stratégique en fait, contre les grands projets, contre des projets locaux, d'arriver à avoir le soutien d'élus pour je dirais, crédibiliser les arguments de la lutte. Parce que sinon, en fait, ce qu'on peut observer parfois, c'est que le bras de fer devient extrêmement en fait, dur, et le dialogue est rompu avec les élus locaux qui sont aussi, qui ont un impact très important évidemment dans les décisions autour de ces projets locaux, et de garder ce lien avec les élus et d'avoir en tout cas une fraction des élus qui est de notre côté. Nous, on a trouvé que c'était vraiment quelque chose d'essentiel. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'est une élue qui finalement est rentrée dans le collectif de façon un peu off, avec laquelle on est 100% aligné, et qui, elle, a mené avec notre soutien en backup, donc en back-office, en fait, une action extrêmement efficace, en fait, elle a réussi à rassembler une centaine d'élus pour signer une lettre à destination d'Emmanuel Macron pour demander l'abandon du projet, avec conférence de presse, etc. Et ça a pesé énormément. Et aujourd'hui, on travaille toujours main dans la main, c'est-à-dire, l'idée, c'est de rester séparés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, je dirais, dans l'espace public, on ne montre pas forcément qu'on est alliés. Mais par contre, il y a une synergie derrière qui fait qu'on mène les actions au même moment, de façon parallèle, avec les mêmes arguments.
Et ça a énormément d'impact parce que, en fait, on se renforce mutuellement. Et ça, voilà, ça rend un peu incontournable en fait notre positionnement, que ce soit dans les médias ou vis-à-vis des autres élus, et même vis-à-vis du gouvernement, qui est obligé finalement, qui ne peut pas discréditer complètement nos arguments, puisqu'ils sont aussi portés par un large groupe d'élus. Et dans cette approche-là aussi, on a décidé de ne pas se politiser. Alors, il se trouve qu'on est dans une zone, on est en banlieue parisienne, et on est dans une zone qui est plutôt à droite. Donc, ça a été aussi un choix de ne pas donner l'impression d'une trop grande proximité avec les partis qui sont à gauche ou les écolos. Évidemment, il y a une proximité naturelle et c'est avec eux qu'on échange le plus, etc. Ils sont là très souvent dans nos actions. Mais on a eu cette volonté de donner l'impression globale de rester neutre, et ce qui a permis aussi à des maires en fait, de tous les bords de venir nous rejoindre. Et ça, je pense que ça a été une grande force, que ce soit des élus de la majorité et des élus LR. Voilà, c'était vraiment un gros atout. Et donc, je voulais aussi parler du réseau aviation, donc, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui a permis donc, notamment cette action du 3 octobre 2020. En fait, donc, c'est un réseau de coordination des luttes locales contre des aéroports ou l'extension au sens large du trafic aérien, que ce soit des extensions d'aéroports ou des augmentations de trafic sur certains aéroports. En fait, ce réseau-là, il a été lancé au départ à notre initiative, parce que justement, on a tellement vu la force d'aller chercher en fait, des alliés et d'autres associations qui avaient intérêt à agir sur les mêmes sujets, qu'on s'est dit il y a forcément de la force et des synergies à aller chercher en contactant ces collectifs. Donc, au départ, voilà, on l'a lancé parce que nous, on était vraiment au cœur de la lutte. Il y allait avoir l'enquête publique et on s'est dit, voilà, allons chercher aussi des synergies avec ces collectifs. Au final, on a assez vite passé la main sur l'animation de ce réseau, parce que c'est aussi, il faut quand même du temps pour animer ces réseaux-là, et un temps qu'on n'avait pas parce qu'on était vraiment, et comme la plupart des collectifs, vraiment la tête dans le guidon. En fait, dans ce réseau-là, on a déjà très vite fait rentrer, enfin même tout de suite, des associations nationales. Et on a tout de suite observé une grande complémentarité entre le très local et les associations nationales qui commençaient à s'investir sur cette question de l'aviation. Et ça a même justement entraîné finalement des associations nationales à s'investir sur la lutte sur la question de l'aviation et climat. Et donc, après, c'est Alternativa qui a repris l'animation de ce réseau. Un réseau qui, en fait, nous a été extrêmement utile sur un grand nombre de points. Déjà, un partage d'expériences et d'argumentaires techniques de fond sur nos luttes, parce que chaque lutte, en fait, on est sur des sujets très spécifiques, typiquement l'aviation, son impact sur le climat, son impact sur la santé. Ça, c'est des choses, voilà, c'est pas forcément des sujets avec lesquels on est familier quand on rentre dans une lutte, et ça prend du temps de s'informer, de construire nos argumentaires. Et là, il se trouve que du coup, l'intérêt, c'était de pouvoir partager ces argumentaires avec certains qui étaient déjà faits ailleurs et gagner un temps fou sur cette partie-là. Aussi un gain d'expérience très rapide sur les modes d'action, qu'est-ce qui marche pas. Un soutien dans les actions locales menées par les uns et les autres, où d'un seul coup, quand il y en a un qui a, par exemple, en ce moment, c'est l'enquête publique contre l'extension de l'aéroport de Lille, et sur les réseaux sociaux, on relaie, on aide à faire monter en fait la sauce, et que ce soit d'ailleurs les autres luttes locales ou les associations nationales qui reprennent, qui relaient et qui renforcent du coup les luttes locales, qui sont au courant des actualités des luttes locales et qui viennent renforcer soit par juste des actions de com, soit par des actions de soutien juridique, des accompagnements autour des enquêtes publiques, etc. Ça permet aussi de faire des actions nationales, donc comme cette action du 3 octobre, qui a permis de se mobiliser partout en France le même jour, et ce qui a forcément un beaucoup plus gros impact. De monter aussi un plaidoyer au niveau national. Alors, nous, au niveau des aéroports, Audrey, oui, c'est un peu long. Ouais, je suis désolée parce qu'il y a vraiment beaucoup d'intervenants et c'est super intéressant ce que tu dis, comme toujours. Et cette lutte, mais ça va être, enfin voilà, tout le monde va un peu pouvoir apporter des éléments. Donc si tu peux juste choisir un dernier élément important et conclure dessus, et comme ça on peut passer ensuite au bassines.
Bien sûr, tu fais Désolée. bien de m'interrompre parce que comme je t'ai dit, je regarde pas l'heure. Je conclus juste vraiment très, très vite. Donc, cette question du plaidoyer national, elle est aussi importante pour nos luttes, pour pas donner l'impression qu'en fait, qu'on est, en fait, que c'est anecdotique sur un territoire, mais en général, ça correspond à une problématique nationale. Et last but not least, ce qui est vraiment important, c'est le soutien moral, en fait, de se dire qu'on est tous dans la même dynamique, qu'on gagne des victoires et que, en fait, voilà, on a aussi besoin de ça moralement, en fait, de se sentir faire partie d'un réseau global. Et pour terminer, ça nous a permis de gagner non seulement sur le T4, parce que évidemment, ça a beaucoup aidé, mais aussi de faire tomber du coup dans l'œuf un projet d'aéroport à Andorre. Et ça, c'était en 3 mois, en fait, le projet est tombé. Donc, c'était vraiment voilà, une grande, grande victoire. Et aussi un aérodrome qui devait pouvoir accueillir des jets privés à Saint-Émilion. Et aussi qui a pu être abandonné puisque ce petit collectif en fait est entré très très vite tout de suite dans le réseau Global Aviation et du coup a bénéficié en fait de cet effet d'échelle. Donc ça permet aussi voilà, de gagner des luttes. Et je rends la parole. Désolée si j'étais un petit peu longue. Non, mais c'était passionnant de toute façon, mais c'est vrai que c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont prendre la parole et avec des emplois du temps un peu serrés, donc voilà, ce serait bien qu'on essaie de tenir un peu le cap. Bon, on est déjà en retard, mais voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup Audrey. On viendra, enfin, c'était vraiment hyper complet, hyper intéressant. Je pense qu'on reviendra ponctuellement sur plein d'éléments comme ça, mais ça illustrait très bien toutes ces questions-là et enfin tout ce dont on voulait parler ce soir. Je pense que Mélissa de Bassine Non Merci va aussi avoir des choses très intéressantes à nous dire. Donc vas-y Mélissa, je te laisse la parole, pareil, pour nous raconter votre lutte et les différentes alliances que vous avez pu construire pendant cette lutte. Merci Enora. Et merci Audrey pour ton témoignage super intéressant. Merci en tout cas de nous accueillir ce soir dans ce premier volet. C'est un grand plaisir pour moi aussi de partager ce qu'on vit et puis aussi d'essayer de se fédérer les uns avec les autres sur nos luttes respectives. Et je pense qu'on a tous intérêt à travailler dans ce sens communément, quoi. Donc moi, je suis Mélissa, je suis membre du collectif Bassine Non Merci. Alors Bassine Non Merci, c'est une lutte en fait qui a lieu depuis plus de 5 ans maintenant dans le Marais Poitevin. Donc c'est la deuxième plus grosse zone humide de France pour resituer. Donc en fait, on se bat contre un projet de 16 réserves de substitution. Enfin, c'est l'appellation qui est donnée pour ces projets-là. En gros, c'est des méga bassines, c'est des grosses réserves d'eau qui sont remplies par pompage en nappe phréatique, qui servent en fait à l'irrigation agricole. Et vous vous douterez bien que ce n'est pas pour l'irrigation agricole de maraîchers, de petits maraîchers ou pour faire de l'agriculture vivrière et nourricière sur un territoire, mais c'est bel et bien pour sécuriser l'eau, pour l'agro-industrie, quoi, clairement, hein, puisque la majorité des cultures qui sont irriguées à travers ces ouvrages-là, grâce à ces ouvrages-là, c'est le maïs et qui part à l'export. Enfin voilà, vous connaissez bien toute la suite. Donc du coup, voilà, on se bat contre ce projet-là parce que, alors à la fois c'est c'est un projet qui va concerner une minorité d'agriculteurs, puisque ceux qui auront, c'est de l'accaparement de l'eau, hein, tout simplement, pour une minorité d'agriculteurs, puisque ça va concerner 6% des irrigants sur le territoire. Donc, c'est clairement une ressource qui s'accapare pour une minorité de personnes, tout en, du coup, en mettant en danger la ressource en eau, dans le sens où, après, c'est une sécurisation de l'eau qui n'a pas lieu par rapport à l'eau potable, etc., enfin, les autres usages de l'eau, qui nous concernent tous, puisque l'eau est un bien commun, et que voilà, clairement, ça met en danger la sécurisation de l'eau potable et aussi des milieux naturels. Tout ça, en fait, ces ouvrages-là, il faut savoir que c'est financé à 70% par de l'argent public. Donc voilà, c'est nos sous en fait, hein, c'est nous qui les payons, notamment par l'intermédiaire des agences de l'eau. Donc voilà, c'est à hauteur de 60 millions d'euros, donc 40 millions d'euros au niveau de l'argent public, quoi. Ensuite, pour vous dire peut-être
enfin, je ne vais peut-être pas rentrer plus dans le détail pour vous expliquer. Mais alors, le collectif Bassine Merci, il faut savoir qu'on est un collectif en fait de citoyens, donc c'est complètement informel. On n'est pas en association, etc. On regroupe en fait des citoyens. À l'intérieur, vous allez avoir aussi plusieurs associations de protection de la nature qui vont être de l'API, Nature Environnement 17. Enfin, un panel d'associations de protection de la nature qui sont au niveau local, au niveau régional ou au niveau national. Et puis aussi, on va avoir des syndicats. Alors évidemment, dans les syndicats, on va retrouver la Confédération paysanne, on va retrouver aussi des syndicats comme la CGT, Solidaire, etc., etc. Et puis aussi des partis politiques qui nous soutiennent depuis le début, à savoir Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, le NPA. Et enfin voilà, en tout cas, je rejoins Audrey par rapport à ce qu'elle a dit tout à l'heure, mais c'est vraiment la complémentarité de nos modes d'action et de nos compétences, on va dire, qu'on arrive à mieux se battre en fait sur le terrain. Parce que alors nous aussi, on se bat à tous les niveaux, que ce soit localement ou nationalement, ou voire même au niveau européen, mais et à tous les niveaux aussi, au niveau juridique, politique, etc. Donc là, clairement, par rapport à ce que témoigne Audrey, on est aussi dans les mêmes modalités d'action, en fait. Si je prends l'aspect juridique, par exemple, on a un collectif interassociatif qui a déposé en fait un recours juridique pour faire annuler l'arrêté préfectoral qui autorise le projet de bassine. Donc en fait, on attaque comme on peut au niveau légal ces projets. Donc, il faut savoir que ce recours-là, il a été déposé en 2018, enfin 2019, pardon, début 2019, suite à justement l'arrêté préfectoral de décembre 2018. Et donc, on vise en fait à faire annuler cet arrêté. Donc, il faut savoir que c'est un recours qui est toujours en cours, qui n'est pas statué encore, dont le jugement n'a pas été encore formalisé, puisqu'en fait, il y a eu une première décision du tribunal administratif de Poitiers qui a dit que justement sur les 16 bassines, il y en avait 9 qui étaient en surdimensionnement. Donc en fait, le collectif interassociatif, il a fait appel de cette décision parce que nous, on cherche en fait à faire annuler l'ensemble du projet et à prouver que c'est le surdimensionnement de toutes les bassines en fait qu'il faut acter. Et donc ce recours, il est toujours en cours. Et donc, faut savoir que ça, c'est l'aspect juridique au niveau, on va dire, local, quoi. Et puis aussi, il y a un recours au niveau européen, puisqu'en fait, on a monté une pétition à la commission PETI, la Commission européenne. Donc, c'est un dossier que l'on a monté en étroite collaboration avec Benoît Biteau, député européen Europe Écologie Les Verts, qui nous a accompagnés là-dessus. Enfin, c'est une pétition qui est déposée en fait par les citoyens. Donc là, clairement, c'est les citoyens qui sont dans le collectif de Bassine Merci et tous ceux qui voulaient déposer cette pétition, participer à cette pétition. Et donc, du coup, cette pétition, elle a été déposée en mars de l'année dernière. Et il faut savoir qu'en fait, on cherche en fait à travers cette pétition à démontrer qu'il y a 9 directives européennes qui sont violées dans ce projet de bassine. Et du coup, on vise à faire annuler aussi ce projet via les directives européennes qui sont complètement bafouées dans ce projet. Et donc, la Commission européenne nous a en fait accepté, à valider notre demande, puisqu'en fait, eux, ils ont, en regardant les directives, etc., ils peuvent en fait relever qu'il y a 6 directives parmi les 9 que nous on soulève qui sont en effet violées. Enfin, en tout cas, l'idée c'est de le démontrer. Et en fait, après, on peut demander des comptes au niveau national, pour qu'ils puissent justifier en fait de tout ça. Et donc, ça c'est aussi en cours. Donc, en fait, pour l'instant, évidemment, au niveau national, les institutions disent tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc, l'idée, c'est qu'on essaye de monter maintenant une commission d'enquête en fait, où plusieurs députés européens pourront venir sur le terrain et pouvoir mener eux-mêmes leur enquête. Donc, voilà, tout ça, c'est en cours. Et puis ensuite, après, en parallèle, on fait en fait tout ce qu'on peut à tous les niveaux. Alors, quand on dit plusieurs organisations, on est aussi en lien avec Notre Affaire à tous, on est aussi en lien avec des fondations comme la Fondation Daniel Mitterrand, comme au niveau mondial, l'Agora des habitants de la Terre, qui est présidée par Riccardo Petrella, qui fait un énorme travail au niveau de la préservation des communs, et de la gestion des communs, on va dire, de manière publique, quoi.
Donc en fait, c'est vraiment important de toujours essayer de travailler à cette complémentarité, puis à cette convergence en fait. Et sur la convergence, en fait, nous, depuis plusieurs années aussi, on a notamment été en lien avec les Gilets jaunes, enfin, essayer de faire converger les luttes, même des grèves qu'il y avait avec le milieu hospitalier, etc., pour se dire, ben voilà, luttons en fait ensemble, puisque quelque part, comme dirait un peu l'expression fin du mois, fin du monde, fin du mois, même combat, mais on est vraiment voilà, à toujours essayer de se fédérer en fait les uns avec les autres pour lutter ensemble. Et après, voilà, il y a toutes les mobilisations citoyennes, parce que c'est pareil, c'est aussi un énorme boulot d'information, et puis en fait, d'impliquer les gens, les citoyens, localement et plus globalement, parce qu'en fait, le projet de bassine, ça nous concerne dans le Marais Poitevin en ce moment, mais ça va s'étendre sur toute la France, et enfin, c'est vraiment le projet qui va se développer. On a les conclusions du Varenne de l'eau qui sont sorties il y a quelques semaines, qui vont clairement dans ce sens. En gros, on va donner les moyens pour faire des projets de stockage d'eau, comme c'est le cas dans le Marais Poitevin. Et voilà, c'est vers ça que, en tout cas, le ministère de l'Agriculture va à plein pot, quoi. Donc nous, en fait, on se mobilise pas que pour nous, parce que la question de l'eau, ça nous concerne tous. Et donc voilà, on fait ce qu'on peut justement pour informer. Donc on a fait un site internet qui s'appelle Bassine Non Merci. Du coup, on fait ce que l'on peut pour aussi faire des vidéos d'information, essayer aussi de mettre tout ce que nous, on a pu faire justement d'un point de vue juridique, d'un point de vue politique, etc., pour que du coup, des gens qui seraient confrontés dans d'autres secteurs puissent du coup savoir un petit peu plus, enfin voilà, avoir quelques billes, quoi, qui partent pas de rien, et en tout cas d'essayer de se fédérer, mais pas qu'au niveau des luttes contre les bassines, ça peut être aussi tout ce qui est les luttes pour l'accaparement de l'eau et des terres, etc. Enfin voilà. Et qu'est-ce que je veux dire, et donc tout dernièrement, on a aussi travaillé en étroite collaboration, travail avec les soulèvements de la terre et la Confédération paysanne, et notamment on est rentré dans de la désobéissance civile, parce qu'il faut savoir que comme les recours, ce que je ne vous ai pas dit, mais les recours juridiques sont en cours, mais il n'empêche que les bassines, il y a une des bassines qui a été construite, qui est en cours de remplissage, et donc voilà, clairement, nous, là, on perd, c'est clair et net, c'est-à-dire qu'on perd du terrain, dans le sens où ils construisent quand même les bassines, même si les recours ne sont pas encore jugés, parce que c'est des recours qui ne sont pas suspensifs. Donc, on va se retrouver en fait à avoir des bassines qui vont être construites et peut-être à être rendues illégales, parce que les recours, voilà, l'appel et les jugements vont arriver que dans l'année qui arrive, etc. Donc, on va se retrouver comme dans le cadre des bassines de l'Aza des Roches, une des bassines qui a été notamment démantelée le 6 novembre dernier. C'est des bassines en fait qui ont été construites de manière illégale, qui ont été utilisées de manière illégale. Et donc voilà, nous, on ne veut pas se retrouver dans cette situation. Donc en fait, on demande à ce que l'État suspende les travaux, prenne cette décision, qu'il y ait un moratoire sur le sujet des bassines, et que du coup, ce soit discuté en fait avec tous les acteurs, toutes les parties prenantes, et qu'on décide quelle agriculture on veut, quelle alimentation on veut, quels usages de l'eau on veut, et qui soit partagé avec tout le monde. Et, voilà. Peut-être je suis un petit peu longue, mais je sais pas. Voilà, le pied, la dernière fois, tu l'as mangé. Parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans le webinaire avec son micro. Je vais couper ce micro. Voilà, hop. Je te laisse conclure, du coup, ouais. Du coup, on est rentré dans de la désobéissance civile parce que justement, on veut interpeller pour qu'il y ait du coup cette suspension et ce moratoire qui soit fait. Et notamment, en mars prochain, le 25, 26 et 27 mars prochain, il y aura un grand week-end de mobilisation justement à à La Roche-Hénard, plus précisément, à côté de Mosée-sur-le-Mignon, là où il y a la première bassine de construite. Et donc, on appelle à une grande mobilisation citoyenne et à venir nombreux nous rejoindre. Et il y aura aussi tout un temps justement de discussion, notamment le dimanche, parce que l'idée, c'est aussi qu'on discute des suites et de comment justement on peut se fédérer, comment aussi on peut mettre en place des comités, on va dire, locaux de défense de l'eau un peu partout en France, avant que les prochaines bassines arrivent sur les territoires, que les gens puissent déjà s'organiser, déjà anticiper. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment de pouvoir partager nos expériences pour que voilà, personne d'autre vive ça en France et ailleurs d'ailleurs.
Merci Mélissa, merci à vous toutes et tous là qui vous battez partout pour les biens communs et pour toutes ces problématiques qui nous concernent toutes et tous. Tout à l'heure, on aura les soulèvements de la Terre qui nous parleront peut-être encore un peu de vous. Et je vais laisser la parole à Laura de Stop Amazon 76 en te demandant, Laura, si tu peux garder un petit œil sur la montre et rester plus sur la question du récit de la lutte, sans forcément, même si c'est assez génial de voir le niveau de connaissance sur tous les enjeux que vous avez sur les luttes locales. Donc, on a envie d'en dire plein, mais voilà, si tu peux. Et en plus, il y a Étienne, des Amis de la Terre, qui devait être avec nous, mais qui ne pourra pas. Donc, parler aussi du réseau un peu Stop Amazon, de la coalition des luttes Stop Amazon à laquelle vous participez, donc à Rouen. Merci encore, Mélissa. Bonjour tout le monde, je vais être synthétique. Je vais, en tout cas, démarrer en remerciant Enora et Terre de Lutte pour on va inaugurer quand même ce webinaire et puis en espérant qu'il y en aura plein d'autres, et qu'on va pouvoir bien bénéficier des connaissances et des luttes de chacun des uns et des autres. Donc, pour ce qui est de Stop Amazon, très rapidement, je ne vais pas expliquer ce que c'est qu'Amazon. Je pense que tous, on est au fait de ce que représente Amazon sur tous les axes, en fait, puisque on peut dire que quelque part, c'est un packaging de tout monomotif de lutte. Donc voilà, nous, en fait, en septembre 2020, on a appris assez fortuitement comme ça que, premièrement, il y avait un entrepôt du dernier kilomètre qui s'installait dans la banlieue de Rouen. Et quelques jours après, par voie de presse, on a également lu que sur Petit Couronne, il y avait, qui est dans la banlieue rouennaise, il y avait un gros entrepôt de 160 000 m² qui allait être construit. À partir de là, on a essayé d'en savoir un peu plus. Et puis, on a fait une première petite réunion et voilà, la lutte a commencé. Ça a commencé de manière informelle avec quelques gens. Une réunion s'est organisée, on était une vingtaine. Et la décision a été prise de se monter en association plutôt qu'en fait de rester sur un collectif, de manière à être plus solide et à pouvoir aller en justice, et avoir une véritable existence légale dans les recours qu'on pourrait faire. Ce qui était intéressant dans la création de l'association, c'est que sur le plan local déjà, on a été composé de militants d'associations, d'organisations qui étaient déjà elles-mêmes sur d'autres luttes, les luttes climat. Donc, il y avait Alternativa, il y a eu les Amis de la Terre, il y avait Attaque, il y a XR, il y avait le MAN. Enfin, voilà, je vais pas faire une liste à l'après-vert, un inventaire à l'après-vert, mais en tout cas, on était déjà avec des acteurs au sein de l'association qui étaient chevronnés aux luttes à mener et sur les outils et les moyens de les mener. Mais ce qui est intéressant, c'est que se sont agglomérés des gens qui étaient dans aucune association et qui n'avaient jamais lutté auparavant, qu'Amazon en fait a donné envie de venir et de commencer à bouger. La force aussi de notre association, ça a été évidemment, puisque c'est quand même une grosse lutte, une lutte au national, c'était de bénéficier en fait tant de la logistique, des outils aussi d'organisation comme les Amis de la Terre, la fédération, et puis également Attaque ou bien Alternativa, d'avoir du matériel et de mener des actions qui avaient une portée immédiate. En novembre 2020, on a fait une action dans Rouen qui était Macron, l'employé de l'année, avec du beau matériel, avec des belles affiches, avec un mur de carton. Donc ça permet évidemment d'être porteur et puis d'impacter immédiatement, quoi. On a eu des articles dans la presse, on a eu la télé, enfin voilà, c'est évidemment que le fait d'être en lien comme ça avec des organisations qui donnent les moyens, qui réfléchissent en amont, qui ont une structure qui fait que ça prend de faire une action qui est faite au national dans plein de villes en même temps.
on joue j'allais dire, dans une grande cour, quoi, quelque part, parce que voilà, ça change de petites actions qu'on peut mener comme ça, et on est 12 et avec un filet dans un journal. Donc, ça, c'est satisfaisant, c'est boostant, ça permet, c'est vraiment important de sentir justement ce lien et le fait que à Caen, à Paris, à Marseille, à Toulouse, dans le Gers, voilà, au même moment, il y a d'autres militants qui se battent pour la même cause, qui se battent sur les mêmes luttes. C'est vraiment des choses qui sont très fortes, quoi. Je n'avais pas regardé l'horaire de départ, et puis Nora m'a rien dit. Et puis également, évidemment, on a beaucoup travaillé sur les plaidoyers avec la relation aux élus locaux, également aux députés. Ça fait partie, voilà, on avait espéré qu'il y aurait enfin, que ça pourrait mieux marcher avec le moratoire, pardon. Mais bon, certaines promesses qu'on avait eues n'ont pas été tenues. Et puis localement, on a les élus, enfin certains élus ont porté sur le plan de la métropole quand même notre combat et nous soutiennent, et ça aussi c'est vraiment très très important, quoi. Donc voilà, la lutte Amazone, comme toutes les luttes, hein, comme les bassines, c'est une lutte éminemment politique aussi, puisqu'il y a la question de l'emploi dedans, de l'environnement, mais la question de l'emploi, elle est cruciale, puisqu'on est sur une région sinistrée. C'était Petroplus avant qui donnait des milliers d'emplois, et tout ça a été dévasté. Et donc voilà, c'est vraiment l'argument en fait là-dessus. On a des actions aussi qui sont assez attrayantes en fait pour des gens qui ne sont pas forcément des militants ou des activistes. On a mis en place des actions créées sur les quais de la Seine, dans les rues du centre-ville. Donc, on va dessiner à la craie, puisqu'en fait, juridiquement, ça peut pas avoir de conséquences. La craie, ça s'en va, il n'y a pas de dégradation. Et donc, on fait des dessins anti-Amazon, humoristiques, des slogans, des choses comme ça. Voilà, tant sur les trottoirs que sur les murs. Et là, il va y avoir un sit-in. Donc, je trouve que cette lutte, elle permet en fait d'être sur plusieurs axes, sur en fait des luttes au national qui sont vraiment des luttes hyper bien pensées, hyper organisées, avec un gros impact. Elles permettent de fédérer aussi au local les militants, puisqu'en fait, on est plein d'orgas qui parviennent à se retrouver sur cette lutte-là et à construire, en fait, à repartir sur la lutte Amazone. Et puis également, ça fédère des gens, voilà, des citoyens qui se révèlent un peu et qui viennent sur ces luttes-là. On ne les retrouve pas forcément ailleurs, mais en tout cas, voilà, ça a ça de particulier aussi Amazone. Alors, j'ai envie aussi de conclure, mais en ajoutant que on n'a pas non plus beaucoup grossi. On reste sur un noyau de départ, sur vraiment ceux qui ont constitué Stop Amazon. Et voilà, ça c'est une question qu'on se pose beaucoup, comment en fait élargir. On est félicité dans Rouen quand on fait nos actions, quand on fait nos actions créées, quand on colle, quand ceci, quand cela. Mais pour autant, voilà, les gens ne nous rejoignent pas forcément. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue, Madame Enora. Et, et j'avais fait tout un plan, évidemment, que je n'ai pas suivi. Mais voilà. Et puis, au juridique, on est sur 2 recours. Recours, en fait, sur le permis de construire et également sur le permis environnemental. Et ce sont les Amis de la Terre, avec Louis Coffard, qui nous soutiennent et suivent le dossier. Merci beaucoup, Laura. C'est parfait, même sans plan suivi. Et ben, merci beaucoup à toutes les 3 pour ces témoignages. On a volontairement voulu laisser des temps longs de parole au début à ces 3 luttes, parce qu'on trouvait ça intéressant d'avoir vraiment des panoramas un peu larges sur ces luttes et sur toutes les alliances
et avec vraiment cette idée que, effectivement, au local, on se bat contre des projets parce qu'il y a des impacts locaux et des enjeux locaux, mais qu'en fait, il y a aussi des politiques globales et nationales qui sont des politiques notamment de prédation sur les terres agricoles, sur le vivant, sur enfin, voilà, une espèce de mode, une sorte de mode de vie imposé, comme ça a été dit au début. Et on va passer maintenant à la deuxième partie de ce webinaire avec des prises de parole un peu plus courtes, mais avec des témoignages sur des coalitions, parce qu'on a parlé un peu de l'importance de ces coalitions sur différents sujets. Et on va avoir trois coalitions un peu là maintenant qui vont nous raconter comment elles vivent justement le fait de construire des coalitions sur leur lutte et autour des questions qu'elles portent. Donc, on va avoir d'abord Gaspard qui va nous parler des forêts vivantes. Et ensuite, on aura Anna qui nous parlera des routes et Claire qui nous parlera des jardins et peut-être Fanche si tu veux aussi ajouter un mot à la fin sur les fermes-usines. Donc, Gaspard, je te laisse la parole si ta connexion est bonne. Ouais, salut à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez bien là, comme ça. J'ai pas mis la vidéo parce que bah voilà, on est en Ariège, là, on est en train justement de préparer notre première assemblée de lutte forestière et ça capte pas très bien. Et cette première assemblée, elle commence demain, donc c'est un peu le rush. Moi, pour vous dire, ouais, je peux vous faire un petit panorama en fait de où est-ce qu'on en est sur les forêts en fait depuis. En fait, l'enjeu a été assez invisibilisé ces dernières années, alors que la forêt, ça fait quand même un tiers de notre territoire et qu'elle est confrontée quand même à des dangers assez importants. On pourrait résumer ça sous le terme de malforestation, un peu comme on peut parler de malbouffe, c'est-à-dire qu'il y a des forêts en quantité, mais le problème c'est que la qualité des forêts se dégrade sous le coup du changement climatique, de l'industrialisation et aussi de la dégradation des services publics forestiers. Heureusement, là, depuis quelques temps, quand même, il y a une prise de conscience qui grandit. Il y a un foisonnement éditorial, plein de revues qui commencent à parler des forêts. Il y a un attrait pour l'arbre. Il y a plein d'émissions, de livres, etc. Mais on peine encore à avoir des victoires, je vais dire, au niveau politique, en fait. On peine à avoir, si ce n'est à l'échelle locale, on a vu plusieurs projets, notamment d'usines à biomasse comme à Hercia ou dans le Morvan ou dans le Limousin, CBV qui ont été abandonnés, mais on peine quand même à gagner, quoi. Et on peine aussi à repolitiser cette question forestière. Et malgré le fait qu'il y a quand même un réseau de militants et de militantes assez touffu, on va dire, il y a à la fois évidemment le réseau pour les alternatives forestières, il y a l'association Canopée qui est issue en fait des Amis de la Terre et qui fait du plaidoyer. Il y a plein de collectifs d'habitants dans le Limousin, près de Tarnac. Il y a des luttes aussi forestières, des ZAD en fait, notamment à Bure. Moi, j'étais pas mal impliqué à Bure dans l'est de la France. Donc il y a quand même, il y a aussi des syndicats de l'ONF, donc il y a quand même un réseau qui est dense, mais on s'est rendu compte en fait qu'il agissait un peu de manière dispersée et qu'on avait du mal à faire un front commun contre l'industrialisation des forêts. Et donc, on a décidé, c'était été 2020, donc, été 2021, donc l'été dernier, de créer l'appel pour des forêts vivantes à travers un manifeste qui a été publié sur Reporter, Mediapart et la revue Terrestre, afin d'appeler à une campagne d'action et à la création un peu d'un mouvement populaire qui partirait de la base, qui partirait des territoires pour la défense des forêts. Et en fait, dans cet appel, on voulait éviter la logique du coup d'éclat, c'est-à-dire de faire juste une rencontre ou une grande manifestation, mais plutôt s'inscrire vraiment dans une campagne de mobilisation, un processus, quoi, une dynamique. Et donc, on a lancé cette campagne sur un an avec plusieurs actions. La première, c'était le 16 et le 17 octobre, où on a appelé à faire des actions un peu décentralisées. On s'est inspiré là pour le coup de ce que vous faisiez à Amazon
Là, j'entendais la présentation d'Amazon de l'orage, je crois. Et ben, c'était un peu ça, d'agir un peu tous au même moment, la même journée. Et donc, on a été plusieurs milliers à se mobiliser dans le Morvan, dans le Limousin, dans les Landes, dans les Pyrénées, pour la défense des forêts en France et contre l'industrialisation. Ça, c'était la première action. Et puis après, on veut se rencontrer, faire une assemblée des luttes forestières et qui va avoir lieu donc demain et après-demain. Et aussi, il y a une troisième action qui est prévue, plus de désobéissance civile dans les mois qui viennent, sûrement juste après l'élection présidentielle. L'enjeu, en fait, de l'appel pour des forêts vivantes, c'était aussi de tisser des nouvelles alliances, de faire en sorte qu'on ne reste pas que chacun sur nos plates-bandes, c'est-à-dire entre forestiers ou entre associations environnementales, mais d'essayer d'élargir un peu le combat pour des forêts, donc en essayant d'inviter le mouvement climat, parce qu'en fait la forêt elle est en première ligne, enfin c'est comme les bassines, hein, la forêt elle est en première ligne sur les questions climatiques, et on voit bien que les industriels profitent aussi de ces dégradations pour imposer, enfin pour faire pousser plus de plantations qui sont dites résistantes au changement climatique, et donc pour plus uniformiser encore la forêt. Donc il y a besoin aussi de tisser des alliances avec le mouvement climat, et dans l'objectif aussi de reterritorialiser la question climatique, et aussi de faire des liens avec la Confédération paysanne, parce que finalement on est confronté au même mal, quoi, que l'agrobusiness ou la sylviculture industrielle, c'est vraiment les mêmes logiques extractivistes en fait. Et donc il y a besoin de créer ces nouvelles alliances, et c'est aussi le but de l'appel pour des forêts vivantes, quoi, de repolitiser tout ça, de faire du lien, de se rassembler, de créer aussi une culture commune, de ne pas rester chacun avec ses modes d'action, de réinterroger. J'ai entendu parler tout à l'heure de complémentarité. Moi, j'aime bien ce terme-là. Je trouve que c'est plus chouette que convergence d'ailleurs. Et donc, c'est un peu à ça aussi qu'on a envie de travailler, quoi, une complémentarité des pratiques, rendre les alternatives plus offensives, et en même temps, nos manifestations, elles peuvent reposer uniquement parce qu'il y a aussi des amis qui décident de proposer une autre civiculture alternative. Enfin, donc voilà, reposer aussi notre mouvement, il peut être fort parce qu'il repose aussi sur des alternatives qui sont belles et viables. Donc voilà, il y a l'enjeu aussi de faire plus de liens avec les ZAD qui ont occupé des forêts. Je pense évidemment à la dynamique qu'il y a sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes avec Abracadabois, mais aussi ce qui s'est passé à Bure où il y a une forêt qui a été occupée pendant 2 ans, avec donc de faire du lien entre les ZAD et les associations environnementales, de plus échanger ensemble, et donc de créer une forme de première coordination des luttes forestières, quoi. Donc c'est un peu à ça qu'on travaille. Et on en est encore qu'aux prémices, donc c'est un peu difficile de faire le bilan. Je pense que ça va prendre du temps, mais c'est assez chouette, et je suis sûr que dans les années qui viennent, la forêt, ça va être vraiment un point de ralliement. En tout cas, je l'espère, quoi, et on va se battre pour ça, quoi. Voilà, voilà. Je sais pas combien de temps j'ai parlé, mais je crois que j'ai parlé au moins 5 minutes, donc j'ai fait ma part. Ouais, bah, c'était Merci. super. Ouais, bah, merci beaucoup, Gaspard. Effectivement, je pense que la forêt, on connaît tous, on en a tous près de chez nous, mais on ne sait pas forcément assez à quel point elle est menacée, et que typiquement, les questions de forêt vivante que vous portez, elles gagnent en visibilité fortement. Et un autre sujet qui nous concerne toutes et tous, c'est la question des routes, et des routes qui nous sont imposées un peu partout, avec plus de 80 collectifs en lutte recensés actuellement, et encore on ne les a pas tous. Donc, je vais laisser Anna parler de cette coalition interlutte routière qui est en train de se monter, et voilà, c'est tout ce que tu pourras nous en dire. Bonjour, donc moi je suis Anna du collectif SOS Oulala. On se bat depuis 2 ans contre la construction du périphérique de Montpellier. C'est marrant parce que quand on nous a invités, donc les camarades de Rouen et du CGO et de Terre de Lutte, à faire cette coalition, ça fait longtemps on n'était pas les seuls à penser à ça depuis un moment. Dans le Midi, on essayait de faire ça déjà avec Toulouse, Nîmes, Arles et Avignon. Mais en fait,
en tant que simple collectif militant, c'est très difficile parce que vous savez tous, les luttes locales, ça prend beaucoup de temps, c'est extrêmement chronophage, ça demande beaucoup d'énergie. Et déjà, juste arriver à intéresser des gens à ce qu'on fait, c'est déjà très difficile. Du coup, à la fois, on avait tous envie, on n'était pas du tout en mesure de le faire, ne serait-ce que pour contacter les collectifs et tout ça. Donc, c'est quand même super qu'il y ait des collectifs plus importants, plus structurés, plus anciens qui puissent lancer la dynamique au moins. Mais du coup, c'est vrai que ça trottait dans la tête de tout le monde déjà. Donc là, on est une vingtaine de collectifs. Cette coalition de collectifs n'a pas encore de nom, donc je ne veux pas spoiler. Pour l'instant, on a eu une réunion très intéressante. Il y a une tribune qui est prévue, donc on est en train de terminer de rédiger la tribune. Et on a prévu un week-end de rencontres, déjà, voilà, pour se voir. Et ensuite, des actions coordonnées. Voilà. Donc, alors, pour nous, les routes, ça nous permet... En fait, c'est une question merdique, les routes, en fait. On a beaucoup de mal à obtenir du soutien, y compris des associations écologistes, en fait, hein, parce que la route, c'est pas perçu comme un sujet écologique majeur. Parce qu'on dit c'est juste une route. Sauf qu'avec la route va l'urbanisation, voilà, les problèmes de pollution, les problèmes d'embouteillage, les problèmes de qualité de l'air, d'eau. Enfin, en fait, c'est le front pionnier de la métropolisation, en fait, la route. Tant qu'il n'y a pas de route, il n'y a rien. Tant qu'il n'y a pas l'accès, l'urbanisation ne peut pas arriver. Donc, en fait, c'est un sujet pivot très important, mais qui n'est pas du tout populaire, parce que les gens aiment bien les routes, ils adorent les routes, et avec ce sacro-saint argument sur les embouteillages. Et en fait, ce dont on s'est aperçu là, qui était très intéressant, c'est qu'on était tous coincés dans des problématiques locales, parce qu'à chaque fois, la route est présentée par les institutions publiques comme une solution à un problème temporel et local. Par exemple, genre à Montpellier, c'est pour délester certaines routes des embouteillages, qui sont des villages qui sont traversés par des voitures, du coup il y a des bouchons, du coup c'est mauvais pour la santé des habitants. Alors qu'en réalité, c'est vraiment une question locale, alors qu'en réalité, tous les dossiers, ils sont montés de la même manière, mais mot pour mot, la même chose en fait. Et donc, je me permets de parler de Rouen, mais le fait que Rouen dise nous on veut pas faire le périphérique et que l'État dise on va financer, c'est bien que ça prouve que c'est quelque chose de systémique en fait. En réalité, c'est un projet national et c'est un réseau. Donc il faut imaginer un réseau, toutes ces routes qui se connectent les unes aux autres, et elles ont de sens aussi que parce qu'elles sont toutes ensemble en fait, et que c'est précisément parce que l'État finance, parce que en fait l'État en a besoin, que c'est pas du tout une réponse à un problème local en fait, c'est bien autre chose. Donc déjà, ça nous permet de voir qu'on est plein à avoir exactement les mêmes problématiques, de construire un discours commun sur qu'est-ce que c'est la route en fait, et qu'est-ce qu'elle amène et tout ça, et pas juste chez nous. De faire émerger l'aspect politique de la route en fait, parce que, alors ça c'est mon point de vue, je ne sais pas si Nora est d'accord avec moi, mais c'est une route en fait, c'est présenté comme juste une infrastructure, et une infrastructure un peu neutre entre guillemets, parce que c'est pas très grand, ça n'a pas une emprise énorme, par rapport à d'autres choses, c'est pas vrai, mais et en fait ça amène puisque c'est le front pionnier de la métropolisation, ça change la manière de vivre des gens en fait, et des endroits, ça modifie drastiquement le territoire. Donc c'est en fait une question politique majeure. Et donc de faire émerger ça, considérer la route non plus comme une question d'aménagement du territoire, et qui devrait être laissée dans les mains des instances locales, mais une question politique dont tous les citoyens devraient pouvoir se saisir, parce qu'en fait ça amène à un mode de vie particulier, qui nous a conduit dans l'impasse, ça. Et aussi inverser le rapport de force. En tout cas, peser un peu plus, parce que je vois les instances locales, elles n'aiment pas qu'on parle d'elles partout en France, et que ça soit une question politique, justement. Je voulais vous parler de la Masada, en fait, qui est un collectif de lutte que vous connaissez probablement, qui s'est battu contre le transformateur électrique de Saint-Victor. Je ne vais pas rentrer dans les détails du réseau électrique, parce que c'est très complexe, c'est très intéressant, mais c'est très complexe. Et en fait, ce à quoi ça sert un collectif, une coordination de lutte en fait. Ils nous ont beaucoup aidés, nous aussi à Montpellier, parce qu'en fait pendant tout le temps où ils ont travaillé, ils ont développé énormément de concepts et de manières de comprendre les choses, et notamment l'aspect réseau en fait.
Et malheureusement, ils ont perdu. Le transformateur s'est construit, est en train de se construire en fait en ce moment. Mais par contre, ce qu'ils ont fait, c'est assez incroyable parce que du coup, ils ont développé un fonds très important, un réseau de personnes. Ils se sont mis en lien avec des collectifs de lutte du Mexique qui luttent contre les centrales EDF au Mexique, pareil en Espagne en fait. Et du coup, ils ont fait tout un réseau mondial de réflexion sur l'ordre électrique et tout ce que ça suppose. Pareil, l'électricité comme question politique. Et donc, déjà, ils mettent en réseau des gens, ils transmettent des concepts qui peuvent servir pour d'autres luttes, parce qu'en fait, nous, ça nous sert pour les routes aussi, en fait, parce qu'en fait, c'est le réseau, c'est la même chose. Ils donnent énormément d'expériences militantes, en fait. Et ça, c'est très, très, très précieux. Et donc, ils ont monté un collectif qui s'appelle La Chose, qui réfléchit sur la question électrique en général et qui survit, en fait, à la défaite. Et ça, c'est très, très beau et ça donne beaucoup d'énergie, même si c'est toujours un peu triste, mais... Et du coup, de ce à quoi ça pourra... Donc, il y a évidemment les partages d'expériences, la mutualisation, l'aide sur les réseaux et l'aspect virtuel que je ne maîtrise pas. Du coup, je ne vais pas parler de ça. Nous, par exemple, on avait pensé beaucoup à faire un... Il n'y a pas de mot... Le titre n'est pas terrible, mais un Wikipédia militant. En fait, se dire, chacun de notre côté, on est en général... tout seul face à un problème local. Donc, on est un petit collectif de lutte, on ne sait pas très bien. En général, c'est les riverains qui commencent parce qu'on est juste à côté, du coup, on est au courant et tout ça. Et puis du coup, il faut se former, il faut d'abord comprendre le fond, trouver les articles scientifiques pour s'appuyer, trouver les articles juridiques, comprendre comment ça fonctionne, une étude d'impact, une enquête publique, enfin, énormément de données administratives aussi et de temporalité qui sont difficiles à absorber. Et tout ça, c'est... et à pouvoir lire les SCOT, les PLU, tous ces choses-là qui sont très lourdes en fait au terme personnel. Et on se dit, c'est dommage qu'en fait chaque collectif de lutte, alors que les projets routiers sont les mêmes partout, c'est quand même dommage qu'on recommence à zéro à chaque fois. Et du coup, ça serait génial pour les routes, mais pour tout le reste en fait, de mettre en commun, parce que ce qui se fait pour l'instant, c'est mettre en commun les modes d'action. Donc c'est intéressant. Il y a des espèces de trucs clés en main, des actions clés en main et tout, mais nous on pense que vraiment le fond, c'est le nerf de la guerre. Et ce serait comme une coordination des grades de papier, mais c'est très important en fait sur les articles scientifiques, comment fonctionne l'administration, comment lire les documents, mais aussi se transmettre des réseaux d'avocats, de naturalistes, enfin tout ça. En fait, et construire un espèce de fond commun, et comme ça, après, les prochains collectifs de lutte, ça ira beaucoup plus vite. Ils n'auront pas des 1 an ou 2 ans de travail de fond à faire, et on pourrait se déplacer, aller se former, parce que la Masada, du coup, c'est un peu comme des super militants qui forment les autres, quoi. Donc, c'est assez génial. Merci, Anna. Oui, ça donne beaucoup de force d'entendre tout ça, je pense, y compris cette question importante que tu soulignais une fois que, malheureusement, parfois, une lutte est perdue, en fait, que tout ce qui a été appris et gagné, malgré tout, pendant cette lutte, puisse perdurer et puisse servir aux autres. Et donc, c'est quelque chose de super important. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage encore une fois. Et est-ce que Claire, tu es parmi nous pour nous parler de la coalition des luttes pour les jardins? Je suis là. Je te laisse la parole. Si tu peux garder 5 minutes, c'est bien. Alors moi, je suis membre d'un collectif et même d'une association qui s'appelle les Jardins des Vêtes, où on lutte à Besançon pour préserver 34 hectares. Sur ces 34 hectares, il y a des jardins, mais il n'y a pas que ça. Donc en fait, il y a aussi une question paysanne. Sur la partie jardin, en fait, on avait déjà testé l'année dernière, on avait déjà reçu Aubervilliers et les jardins de l'Engrenage qui étaient voisins à Dijon pour essayer de se mettre en commun et se donner plus de force. Et là, suite à une rencontre dans le cadre des soulèvements de la terre, on s'est retrouvés à plusieurs jardins et l'objectif, c'est de faire des assises des jardins populaires en lutte. Alors, pourquoi ces assises? Quel est l'intérêt de se coordonner? En fait, quand on est sur des espaces de jardin, déjà, on est des militants, des militantes de milieu urbain sur des questions d'artificialisation des sols. Et c'est vrai que les espaces menacés par l'artificialisation dans le cadre urbain, on a tout de suite l'air un peu ridicule par rapport quand on parle en nombre d'hectares, par rapport à ce qui peut se produire en termes d'hectares artificialisés, quand on est sur des entrepôts Amazon, quand on est sur des routes, quand on pense au projet à Saclay et tout. Et donc, et en même temps, ce qui se passe avec les jardins, c'est que ça se passe partout, dans toutes les villes de France actuellement, dans les enveloppes urbaines. On voit qu'actuellement, les jardins, ils se font menacer partout, ils se font détruire un peu partout dans toutes les villes.
parce que dans le cadre des enveloppes urbaines, c'est les derniers espaces qui sont pour l'instant pas construits et qui sont du coup très intéressants pour la promotion immobilière parce qu'ils sont au cœur des villes, ils sont à côté des infrastructures. Et puis du coup, ça permet d'avoir vraiment une haute valeur ajoutée à ces terrains-là. Donc on voit ces espaces de jardin qui se font détruire partout. Alors je reviens pas théoriquement sur pourquoi c'est important de garder des jardins dans les villes et pourquoi c'est très important. Mais en tout cas, nous, on pense que c'est important de se mettre en réseau. Mais de toute façon, dans ce groupe, il y a aussi Nora qui en fait partie de cette volonté de coordonner les jardins et d'autres. C'est important qu'on puisse se mettre en réseau pour pas qu'on se retrouve tous à devoir argumenter comme petits jardins qu'on caricature comme d'une préoccupation mineure par rapport à des élus locaux qui ont une vision surplombante et nous, on n'a pas tout compris, on voit que pas plus loin que le bout de notre nez avec nos petits jardins. Et donc, c'est important de se coordonner pour montrer que ce n'est pas une problématique locale, mais que c'est bien actuellement une problématique nationale, puisque ça se passe partout dans toutes les villes et qu'on est vraiment dans une phase où, dans l'enveloppe urbaine, en fait, maintenant, la promotion immobilière, elle attaque sur les jardins un peu partout. Et ce qui est intéressant, du coup, aussi sur la question des jardins populaires, c'est qu'en fait, il y a différents types de jardins. On a des jardins qui ont été créés, par exemple, pour lutter contre des projets de bétonnage. C'est le cas des jardins de l'Engrenage à Dijon. On a des jardins ouvriers qui sont des jardins familiaux et ruraux dans un cadre associatif qui sont aussi menacés. Et on a d'autres jardins qui sont un peu plus en autogestion, comme les Vettes ou les Lentillères, à deux endroits très différents. Et l'idée, c'est quand même de se mettre tous en commun pour porter un discours commun sur la préservation de ces jardins. Ce qui est important aussi parce que ça recoupe une question sociale, puisque les jardins populaires, c'est les jardins de ceux qui n'en ont pas. Et du coup, c'est presque... d'un point de vue social, on se retrouve avec un discours des élus qui nous expliquent qu'eux, ils font de la densification urbaine dans le bien, dans l'intérêt général, mais ils attaquent les jardins des plus précaires dans les villes. Et donc, la densification, elle se fait sur ces espaces qui sont des espaces de jardins populaires. Elle se fait pas en remembrement des grandes maisons bourgeoises qui existent aussi dans le cadre des enveloppes urbaines. Ça, il n'en est pas question. Donc voilà, donc là, l'idée avec la coalition des jardins, c'est vraiment de mettre nos expériences juridiques en commun, de mettre aussi des argumentaires en commun. Et puis, comme il y a quelques grosses luttes qui ont été bien identifiées, les Lentillères, Aubervilliers, même nous, au VET, on commence à être un peu identifiés. On a eu un peu de presse nationale, mais il y a plein d'endroits où il y a des jardins beaucoup plus petits, où ils n'ont pas eu ce relais national. Et l'idée, c'est de vraiment être capable de porter un discours englobant à l'échelle nationale qui puisse bénéficier un peu partout en ville à ces espaces de jardin qui se font menacer un peu partout actuellement et avec, dans certains cas, des catégories sociales très populaires. Nous, au VET, on a plein de gens qui sont jardiniers, qui ont même pas une très bonne maîtrise de la langue française. Donc, c'est vraiment important d'être capable de porter un discours politique au sens large, à l'échelle nationale, sur pourquoi préserver ces espaces en ville. Et là, je ne développe pas sur pourquoi c'est important, puisque j'ai que 5 minutes. Voilà. Je ne sais pas si j'ai autre chose à dire. Non, bah écoute, c'était super et une belle victoire que Victor a soulignée dans le chat avec aujourd'hui une décision de justice qui suspend les travaux au jardin d'Aubervilliers. Donc voilà, c'est des bonnes nouvelles et prochainement. Donc je ne sais pas si tu l'as, parce que j'étais sur le chat, mais je ne sais pas si tu as parlé des assises, des rencontres des jardins populaires qui vont avoir lieu en avril. Alors oui, le 2 et le 3 avril, on fait les assises des jardins populaires pour justement essayer de faire un manifeste et de mettre en commun aussi les victoires juridiques qu'on a pu obtenir. Au VET aussi, on a pu bloquer les travaux depuis un moment sur d'autres motifs. Et du coup, il y a cet aspect de mettre en commun des ressources juridiques pour pas devoir réinventer l'eau chaude à chaque fois. Et il y a aussi le fait de pouvoir rédiger un manifeste, un contre-argumentaire et des expériences de lutte pour aussi qu'on arrête de nous renvoyer toujours à une sorte de mini-lutte locale de gens qui n'ont pas tout bien compris et qui défendent un pot de géranium. Je ne sais pas comment le dire autrement. Donc vraiment, l'idée de pouvoir défendre ça à grande échelle, ce qui a déjà été un peu entamé parce qu'il y a déjà des jardins qui ont pu porter ça nationalement. Donc le 2 et 3 avril sera aussi dans le cadre des soulèvements de la Terre. Et on vient de publier une tribune dans l'IB, les jardins des Vettes. Voilà, si ça vous intéresse. Tout à fait.
Alors, on a la troisième partie de la discussion qui va enchaîner. J'avais proposé, je ne sais pas si Fan, très rapidement, tu veux parler de ce qui se passe en Bretagne au niveau des fermes-usines, comme ce n'était pas préparé, peut-être 2-3 minutes, juste parler de votre coalition aussi. Et ensuite, alors, je fais un peu d'animation parce que donc l'heure tourne. Et je pense qu'on va peut-être pas trop avoir le temps de la partie questions. On va quand même essayer de garder un petit moment parce qu'après, on a encore pas mal de témoignages et d'informations qui arrivent. Mais si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les mettre dans le chat pour qu'éventuellement les prochains intervenants puissent y répondre. Et de toute façon, l'idée, c'est là de se mettre aussi en lien les uns les unes les autres. Donc, si vous avez des questions, des besoins de contacter des gens qui ont parlé ce soir, n'hésitez pas à me mettre un message dans le chat du Zoom. Donc, Pan, je ne sais pas si tu veux parler un petit peu et ensuite, on passera à la troisième partie. Et donc, je vois que Léna est prête à intervenir pour les soulèvements de la Terre. Oui, je veux bien. Pour quelques minutes. Donc, moi, je suis membre du collectif Bretagne contre les fermes-usines, contre toutes les fermes-usines, hein, que ce soit des poulaillers industriels, des porcheries, des méthaniseurs, les élevages de saumon, enfin, voilà. Notre collectif est né, en fait, au départ, de collectifs locaux contre des projets sur des sites particuliers. Et puis, on s'est rendu compte qu'on a eu besoin aussi de contacter, de s'allier avec la Confédération paysanne, avec Eau et Rivières de Bretagne, enfin avec des partenaires, notamment pour porter des recours juridiques, puisque nous, on est des collectifs informels, voilà, donc pas d'existence, pas de personnalité juridique. Voilà. Et puis, on s'est dit aussi que c'était intéressant de faire du lien entre tous les collectifs qui existent en Bretagne. En Bretagne, il y a une problématique agricole très, très lourde, voilà, et donc des collectifs qui éclosent au gré des fermes industrielles qui sont en projet. Voilà, et c'est intéressant, ça a déjà été dit hein, tout à l'heure, de pouvoir échanger, partager nos expériences, nos argumentaires, etc. Donc pour ça, on vient de créer un site, notamment au départ, on était donc Morbihan, un des départements bretons, Morbihan contre les fermes-usines. On a décidé de devenir Bretagne contre les fermes-usines parce que ça a du sens aussi de porter le combat à l'échelle régionale puisque une partie de la politique agricole est décidée au niveau de la région. Voilà. Petite parenthèse, là, il devrait y avoir en mars une visio avec d'autres collectifs contre les fermes-usines. Je crois que Enora, Léna, Chloé ont travaillé un petit peu à cette visio qui pourrait avoir lieu avec d'autres collectifs en France. Je pense que ça a aussi du sens, évidemment, de porter ça au niveau national. Voilà. Alors, pour juste un petit exemple, là, pour l'action du 26 avril, par exemple, nous, on a décidé de cibler particulièrement la filière industrielle porcine en Bretagne. Cette filière, alors, et là, on rencontre aussi d'autres collectifs, d'autres assos, parce que les fermes-usines sont responsables aussi de la dégradation d'écosystèmes. Elles sont responsables des marées vertes en Bretagne. Donc, ce 26 avril, on cible cette filière industrielle porcine à travers un exemple. Il y a un projet au nord de la Bretagne, un nouveau projet de porcherie industrielle dans une commune qui s'appelle Langoat. Donc, on va à la fois monter un collectif, ce sera un moment fort pour faire exister ce collectif sur Langoat le 26 avril, voilà, et faire résonner ça avec toute la problématique filière porcine en Bretagne, les algues vertes. Donc, on a commencé à préparer cette journée et dans l'équipe de préparation, donc il y a les collectifs contre les marées vertes, des collectifs des victimes des pesticides, il y a XR, il y a la Confédération paysanne, voilà. Donc, il y a un tas d'enjeux autour de ces fermes-usines environnementaux et sociaux. Merci beaucoup pour ce témoignage improvisé, mais néanmoins très intéressant. Donc, des coalitions thématiques, des coalitions géographiques, régionales, nationales, etc. On voit un peu la richesse que tout ça, ça peut apporter. On a parlé, il y a plusieurs organisations alliées des luttes qui ont été mentionnées à plusieurs reprises dans les différents témoignages. Et ce soir, là, on va passer donc à la troisième partie avec des représentantes et des représentants de ces orgas qui vont nous parler un peu de comment, en fait, les structures un peu nationales, militantes, etc., peuvent être alliées et apporter de l'aide et du soutien aux collectifs et aux coalitions de lutte.
Et on va commencer par Léna, du coup, qui va nous parler des dynamiques d'action collective, des soulèvements de la Terre, un peu d'Agir 17, j'imagine. Et je te laisse la parole, Léna. Du coup, là, je vois que vous avez parlé un peu du 26 avril, donc je ne sais pas trop à quel point les personnes qui assistent sont au courant, mais en gros, on prépare une journée d'action qui va avoir lieu donc, le 26 avril, 2 jours après les présidentielles, qui sera une journée d'action décentralisée des luttes locales, dans la lignée de ce qu'on fait donc, avec les journées d'action contre la réintoxication du monde depuis 2 ans, qu'on appelle aussi Agir 17, puisque c'est toujours des 17. Et donc ça, c'est une dynamique qui s'est créée depuis la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où des amis là-bas ont écrit un appel à faire des actions partout en France pour ralentir le redémarrage de la méga machine qui s'était un peu ralenti pendant le Covid, donc essayer de faire en sorte que le monde d'après ne soit pas aussi destructeur du vivant. Donc il y a eu 4 journées d'action avec jusqu'à 80 actions et à chaque fois entre 100 et 200 signatures de collectifs, donc c'était assez chouette. Et donc là on recommence avec cette journée le 26 avril qui sera un peu spéciale comme c'est 2 jours après les présidentielles, et donc du coup on peut avoir tout un narratif autour du fait que c'est à nous de faire advenir la société écologique et juste à laquelle on aspire, justement en luttant contre ces infrastructures et ces projets imposés et polluants partout sur le territoire. Et que c'est ce qui est un premier acte de résistance, mais ça permet de nous organiser et de relancer une dynamique après des présidentielles qui sont sans doute un peu décourageantes. Ce que propose l'accord d'eau, c'est toujours de faire tout le travail presse et communication, de relier les actions entre elles, et là ce sera particulièrement le cas, pour vraiment montrer qu'on est que les collectifs en lutte contre des projets imposés et polluants, on est un mouvement national unique, comme tu le disais Claire, c'est pas juste des gens qui s'énervent parce qu'il y a un truc pourri à côté de chez eux et sans aucune cohérence nationale. On sait que c'est toujours les mêmes politiques publiques nationales ou les mêmes multinationales, les mêmes entreprises nationales en fait qui sont derrière ces projets, et que forcément il y a une cohérence dans tous ces projets qui détruisent le vivant. Et on va aussi soutenir au sein de l'accord d'eau les collectifs qui auraient besoin d'aide pour monter leur action. Et du coup, je vais parler très rapidement des soulèvements de la Terre, parce que je vois que je pense que je déborde un peu du coup. Mais du coup, les soulèvements de la Terre, ça s'est créé suite aux Assises de la Terre, donc un événement qui a eu lieu en 2020. On était une centaine de représentants de collectifs, donc soit des collectifs aussi en lutte localement, mais aussi des groupes locaux du mouvement climat. Surtout, et après quelques amis plutôt du milieu autonome. Et à la fin de ces assises, on a décidé donc de lancer une campagne d'action contre l'accaparement des terres et l'agro-industrie, en se disant que justement ce qui allait faire la force des soulèvements, c'était de se retrouver de plein de milieux militants différents, et qu'on allait pouvoir donner de la force aussi à des collectifs qui localement avaient du mal à passer certaines étapes, tout en ayant une cohérence dans toutes ces actions, et en renforçant notamment des liens entre les paysans et les activistes écolos, donc avec aussi des objectifs plus globaux. Et là on est à la saison 3, on commence la saison 3 justement avec des actions au VET le 2 avril. Après, une dernière action pour clôturer la saison 2 au Méga Bassine le 26 mars. Et puis pareil, au sein des soulèvements, on fonctionne de manière assez classique avec une équipe com nationale, une équipe presse et un groupe de suivi aussi, avec donc, des membres de collectifs qui proposent une action, plus d'autres personnes qui sont juste là au niveau national pour filer des coups de main. Après, c'est vrai que la convergence, elle se passe vraiment au niveau local, et je pense qu'il y a plein de personnes qui sont retrouvées, notamment les méga-bassines,
fait, maintenant, dans les journées d'organisation, il y a à la fois les personnes de Notre-Dame-des-Landes, à la fois tous les groupes d'Extinction Rebellion aux alentours, donc notamment ceux de Poitiers, les réseaux de ravitaillement de l'Ouest. Enfin, en fait, il y a plein de personnes qui ont convergé sur ces actions et qui ont permis de leur donner de leur donner beaucoup plus de visibilité. Et on a observé ça donc quasiment toutes les actions des soulèvements de la Terre. Et donc, je vais laisser la parole à d'autres. Donc, on a 3 organisations qui sont présentes pour nous parler un peu aussi de la manière dont elles sont des alliés des luttes. Et on va commencer par Zoé, qui est là pour le réseau Action Climat. Oui, merci beaucoup, Enora. Bonsoir à toutes et tous. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, très bien. Fantastique. Donc oui, bonsoir et ravie d'être là ce soir. Donc moi, je travaille au réseau Action Climat. Je suis chargée de mission climat et territoire. Donc l'idée un petit peu là, c'est de vous raconter très rapidement ce que nous on fait au RAC. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, en fait, le RAC, au réseau Action Climat, c'est l'ONG qui fédère 25 ONG qui luttent pour le climat en France. Et en fait, notre objectif, c'est de se mettre d'accord sur des positionnements. Autrement dit, nous, notre job, c'est de faire en sorte qu'au lieu que tout le monde parle dans son coin, on émette une position unique pour dire, en fait, voilà, on pense ça de tel projet, on pense ça de telle position, etc. Donc nous, en fait, concrètement, notre cœur de métier, c'est de faire de la coordination de réseau. Et donc, dans notre réseau, on va avoir des Greenpeace, des Amis de la Terre, des Alternativa, des WWF. Et deuxièmement, ensuite de faire du plaidoyer, donc c'est-à-dire d'interpeller les différents acteurs politiques et économiques pour leur dire ce qu'il faudrait faire et tenter d'influencer ces décisions-là. Et en fait, pourquoi aujourd'hui je vous parle de plaidoyer? Parce que vous qui faites des luttes locales, vous qui faites des mobs, tout l'enjeu, c'est de comment est-ce qu'on peut faire pour assurer que ce projet ne soit pas construit, tout en gardant potentiellement un dialogue avec les personnes et les acteurs qui mettent en œuvre ces projets. Donc nous, on développe un certain nombre d'outils et de stratégies sur ce côté influence d'acteurs. Et on a un certain nombre du coup, de documents, de méthodologies qui vous permettent du coup, de vous appuyer dans ce travail de plaidoyer. On a aidé un petit peu à la rédaction de la partie plaidoyer du site lutte locale. Et on a un certain nombre d'outils sur notre site, qui sont donc, le réseau Action Climat, pour vous aider dans ce travail de plaidoyer. Ça, c'est la première chose, c'est ce côté purement comment est-ce que j'interpelle quelqu'un, comment est-ce que je prends contact avec un élu, pourquoi, quelle est la compétence d'une collectivité territoriale, qu'est-ce que c'est qu'un PLU, qu'est-ce que c'est qu'un plan climat, qu'est-ce que c'est qu'un SCOT, tous ces acronymes que vous connaissez potentiellement bien mieux que moi. Et du coup, voir comment est-ce que je peux influencer et quel est vraiment l'outil derrière ça. Au-delà du plaidoyer, nous, en tant que réseau Action Climat, on vous propose donc des outils, mais on vous propose aussi et surtout, dernièrement, une expertise. Donc ça, c'est vraiment un autre volet de notre travail, puisque du coup, comme on est un réseau, on va créer un certain nombre de rapports, on va créer un certain nombre de fonds, enfin de contenus d'information pour potentiellement appuyer vos campagnes. Quand je dis qu'on produit du fond, c'est qu'on va par exemple produire des choses sur en fait, le nombre d'emplois liés à l'aviation en France pour pouvoir potentiellement démonter des argumentaires qui vont nous dire si on met fin à cet aéroport, ça va être une catastrophe pour le territoire et l'emploi. Donc, on est là pour produire un certain nombre de dossiers. Vous trouverez toutes les publications sur notre site, elles sont publiées. Et on fait aussi de la vulgarisation. Donc, c'est-à-dire que nous, notre travail, comme c'est du plaidoyer, on suit tous les projets de loi, on suit tous les rapports du GIEC, qu'on ne prend pas forcément le temps de lire quand on est, ce qui est vraiment normal, dans le feu de la lutte, etc. Mais du coup, nous, on essaye de rendre le plus possible accessible et clair ce qu'il en est vraiment de ce projet de loi, ce qu'il en est vraiment de ce rapport du GIEC, et de transmettre du coup toutes ces informations. Voilà, donc je m'arrêterai là, mais du coup, si jamais vous avez des questions sur le plaidoyer ou un peu plus sur le contenu des informations, de l'expertise, n'hésitez pas à aller sur le site, et sinon, vous pouvez aussi m'écrire sans aucun souci. Merci beaucoup, Zoé, pour cette présentation du réseau Action Climat. Donc pareil, oui, vous pouvez les contacter sur leur site internet, et sinon, n'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat si vous êtes intéressé pour avoir des contacts avec Zoé ou avec d'autres membres du RAC. Et je crois que Céline est là pour nous parler de notre affaire à tous, dont on a entendu parler aussi plusieurs fois ce soir. Donc pareil, Céline, je te laisse
prendre la parole si tu peux. Bonsoir à tous et merci de m'accueillir ici. Du coup, pour présenter un peu l'association, Notre Affaire à tous, c'est une association qui lutte pour la justice climatique et qui est à l'origine de l'affaire du siècle. Et donc, moi, je suis juriste responsable des recours locaux pour appuyer les luttes locales juridiquement. Puisqu'on considère que la justice climatique ne va pas se réclamer sans les citoyens au sein de leur territoire. Voilà, donc nous, en fait, on est là pour donner les premières billes pour faire le point sur quelle stratégie juridique on peut mener quand on se réunit contre un projet en tant que collectif ou en tant qu'association. Et donc, moi, dans mon travail, je vais donner une consultation juridique gratuite à tous les collectifs ou toute personne qui vient me solliciter pour établir un premier point sur les stratégies à mener, sur les partenaires à contacter localement, les délais administratifs à respecter, le b.a.-ba un peu des actions juridiques à mener. Donc voilà, je vais donner une première consultation sur les points principaux à avoir dans sa tête pour ensuite mener de front une stratégie qui va être adaptée à votre problème particulier. Et ensuite, je vais pouvoir suivre quelques collectifs plus en profondeur, aider à l'écriture de mémoire, etc., donc jusqu'à l'audience au tribunal. Mais voilà, pour des raisons de moyens, je ne peux pas appuyer tous les collectifs, et loin de là. Et heureusement qu'il y a énormément de juristes qui sont là aussi pour vous appuyer. Je suis là aussi pour vous appuyer vers d'autres structures qui ont des moyens et qui pourront vous aider. Et à côté de ça, donc Notre Affaire à tous, on a aussi contribué à l'établissement d'un kit juridique qui est disponible sur le site Lutte Locale. Donc, c'est un kit juridique où il y aura plusieurs documents sur la législation à espèces protégées, comment attaquer une déclaration d'utilité publique, le b.a.-ba sur le contentieux administratif. Voilà, plusieurs documents qui vont vous permettre d'avoir des éléments plus précis pour vous approprier en fait le droit. Et vous permettre de mieux incarner les arguments que vous voulez produire et de préparer au mieux votre action juridique. Voilà. Et je tiens à souligner que l'action juridique, donc c'est une des nombreuses actions qui peuvent être menées pour arrêter un projet. Donc des fois, certes, elle termine par une défaite au niveau juridique, mais dans tous les cas, elle peut être positive pour le simple fait que c'est un moyen de pression qui va permettre de ralentir le projet et qui va vous permettre entre-temps de parfaire vos arguments, de chercher d'autres partenaires, de réunir plus de personnes et qui va en tout cas visibiliser un dissensus politique être en rupture avec un consensus qui est affiché par les institutions et des points que positifs pour la société et qui va vous permettre aussi de vous crédibiliser au niveau de votre argumentaire, puisque ça va permettre d'argumenter avec des arguments juridiques solides et qui ne sont pas seulement des arguments moraux, bien que je suis avec vous sur tous les arguments possibles argumentés par les luttes locales. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter, à nous solliciter. Nous, on fait un pont avec l'association Terre de Lutte et qui peut être assez fructueux. Donc, j'ai vraiment apprécié cet état d'esprit-là de réunir les arguments juridiques pour les mêmes types de projets, que ce soit autoroutiers ou sur les forêts ou sur l'artificialisation des sols. Voilà, c'est quelque chose qui est très positif pour les luttes.
Merci beaucoup Céline. Il y a des liens qui ont été mis dans le chat, notamment du guide juridique, et je crois que Victor va en mettre un autre, voilà, avec toute une petite outil juridique. Merci pour toutes ces infos et tous ces conseils très utiles, je pense. Et je laisse la parole à Jaude. Alors, est-ce que je prononce bien pour Extinction pour XR qui est avec nous. Ouais. Je n'ai pas trop mal prononcé ton nom. Et c'est bien prononcé en plus, bravo. Oui, donc Jaude, je suis dans le mouvement Extinction Rebellion. Et du coup, pour cette partie sur comment on peut aider de notre côté les luttes locales, en fait, on a beaucoup de groupes locaux à Extinction Rebellion et on a l'avantage d'arriver à recruter pas mal pour le coup. Mais on rencontre, nous, ce problème qui est en même temps une solution dans le cadre de ce webinaire, qui est que les groupes locaux ne savent pas toujours quoi faire parce qu'au début, ils se montent, c'est cool, ils font des actions d'affichage, d'anti-pub, c'est ce qu'on fait au début, c'est de la désob, c'est sympa et ça a du sens pour le coup. Mais souvent, on arrive à des limites et c'est des groupes qui sont pas assez gros. Enfin, on a beaucoup de groupes on a des groupes qui sont assez gros pour monter leurs propres actions, leurs grosses actions, mais on a des groupes qui ne sont pas assez gros pour le faire et qui pourraient justement être en soutien de lutte locale. On a là-dedans, dans ces groupes locaux, à la fois des personnes qui ont une expérience militante, on a aussi des personnes qui sont primo-militantes pour le coup. Mais vraiment, l'idée là, c'est que les groupes locaux peuvent être contactés et peuvent vous aider sur des luttes en particulier. Moi, je laisserai mon mail s'il y a besoin parce que une de mes tâches à XR, c'est justement de recenser les groupes locaux et d'être en lien avec toutes ces personnes-là et de leur proposer tous ces trucs-là. Donc, j'ai un accès à vraiment tous ces groupes. Du coup, voilà, ça peut à la fois vous apporter de l'aide en termes de ressources humaines directement. Ça peut aussi vous apporter de l'aide médiatique pour le coup, parce que évidemment, quand un groupe local fait une action ou soutient un truc, tant que ça respecte les principes d'XR, on relaie et on diffuse sur nos réseaux, évidemment, même si on peut le faire sans ça aussi, bien sûr. Voilà comment nous on peut aider en particulier sur les luttes locales. On peut aussi avoir des groupes locaux qui se mobilisent et qui se mobilisent en particulier sur des luttes locales. C'est déjà un peu le cas. Je sais qu'on a un groupe qui est beaucoup sur Zaclay. Je sais que tout à l'heure, on a parlé des fermes-usines. C'est France qui a parlé des fermes-usines en Bretagne. Je sais que les groupes locaux en Bretagne sont pas mal mobilisés là-dessus. Mais voilà, l'idée, ça peut vraiment être de créer de la synergie et d'aller dans le même sens. Donc voilà, ce serait vraiment cool. Ouais, parfait. Court, clair et efficace. On arrive un peu à la fin de ce webinaire. Alors, il y a plein d'autres, comme je l'ai dit au début, c'est un webinaire qui est le début d'une série qui va être, qui va avoir lieu, on espère qu'il y aura des webinaires un peu comme ça tous les mois et qu'on a pensé vraiment avec plein d'orgas. Donc, certaines sont ici ce soir, notamment XR, le RAC et puis notre affaire à tous qu'on vient d'entendre. Il y en a d'autres dont on a parlé mais qui n'étaient pas présentes comme Alternativa, les Amis de la Terre, Greenpeace aussi avec l'outil Green Voice, Organisez-vous avec lesquels on travaille aussi, le réseau Sortir du nucléaire, les collectifs citoyens pour la transition citoyenne. Donc voilà, il y a beaucoup d'autres, il y a toute une galaxie comme ça un peu d'organisations qui peuvent être des alliés des luttes et les accompagner. Nous, avec Terre de Lutte, j'en dis un petit mot, Victor en a déjà parlé un petit peu au début, on est tout récent, mais on a vraiment cette volonté de pouvoir être une boîte à outils et un peu, on se dit parfois un 36-15 des luttes qui peut permettre justement de rendre, de faciliter les liens et les contacts avec tous ces organes qui peuvent aider, avec aussi tous les autres collectifs qui se battent sur les mêmes thématiques ou sur des thématiques différentes, mais qui peuvent être complémentaires. Sur des espaces géographiques aussi, avec par exemple, on va lancer d'ici la fin de l'année, on va organiser d'ailleurs à l'automne des rassemblements
des luttes locales un peu par territoire géographique. Moi, je suis de Rouen et on a organisé ça en septembre dernier, un camp climat lutte locale avec une journée de formation un peu globale pour tout le monde, avec différentes assos locales qui donnaient des contenus de formation sur plein de sujets, que ce soit l'action, le plaidoyer, l'organisation collective, etc. Et ensuite, le lendemain, vraiment 4 luttes locales qui étaient présentes et qui ont, à cette occasion-là, pu présenter leur lutte et puis aussi organiser des actions. Et ça, on voit que ça a vraiment permis de renforcer des liens, de créer des nouveaux liens et de lancer des dynamiques un peu différentes. Donc nous, c'est quelque chose avec Terre de lutte qu'on a envie de porter à un peu plus grande échelle dans des régions. Donc les collectifs qui sont présents, ce n'est pas du tout impossible qu'on vous contacte dans les temps qui viennent. Par rapport à ça, n'hésitez pas si vous avez envie de lancer ce type d'initiative vers chez vous. On voit que vraiment la complémentarité, les coalitions et tout ça, c'est des choses qui sont très porteuses. Je vais pas rajouter grand-chose sur Terre de lutte parce que je pense que beaucoup a aussi été dit. De toute façon, je laisserai Victor conclure. Et dans le chat, ah oui, préciser, bon, ça a déjà été mis plusieurs fois, que sur le site luttelocal.fr, vous pouvez retrouver beaucoup de contenus de formation et de conseils, etc., qui ont été notamment produits par des assos qui étaient présentes ce soir et d'autres qui n'étaient pas présentes, mais qui participent quand même à la construction de cette série de webinaires. J'en ai déjà cité quelques-unes. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin. Donc, il y a aussi les différents intervenants, intervenantes qui ont mis leur contact dans le chat. Victor, je te laisse la lourde tâche de conclure. Juste un petit mot, Victor le refera, je pense, mais de remerciement vraiment à vous toutes et tous d'avoir participé ce soir, d'avoir pris le temps de nous partager vos expériences. Et on espère, et on est sûr d'ailleurs de vous recroiser toutes et tous prochainement dans toutes ces batailles que vous menez et dans toutes ces victoires prochaines que nous allons obtenir ensemble. Carrément, je vais faire court parce que vraiment, j'ai l'impression qu'on a dit énormément d'informations et que c'est très, très riche aussi tout ce qui existe déjà à la fois sur les thématiques, à la fois régionalement, à la fois dans les luttes, à la fois au niveau des associations qui travaillent là-dessus. Et moi, enfin, en tout cas, je trouve toujours hyper stimulant et de voir l'ampleur du soutien maintenant qu'il y a aux luttes locales. On peut toujours amplifier, on va continuer à le faire, mais c'est vrai qu'on peut se dire aussi qu'il y a quelques années, s'il n'y avait pas autant d'organisations et pas autant de personnes qui travaillaient là-dessus et pas forcément non plus autant de coopération entre elles. Donc, c'est vraiment à saluer et je pense que c'est tous ensemble et tous ensemble qu'on peut vraiment pousser ce mouvement et peut-être un petit mot sur une des conclusions du rapport qu'on a produit en novembre dernier, mais vraiment que ce soit, c'était le cas dans les grandes luttes historiques, hein, on pense au Larzac, on pense à Plogoff, on pense à Notre-Dame-des-Landes, etc. Et ça se vérifie vraiment absolument partout. C'est quand il y a ces dynamiques d'alliance, quand on arrive à faire travailler ensemble des gens très différents et qui s'opposent, parfois pour des raisons très différentes, à un même projet, que la plupart du temps, c'est comme ça qu'on obtient ces victoires-là. Et on a des dizaines et des dizaines d'histoires de collectifs qui ont gagné et qui ont réussi à rassembler à la fois des paysans, des habitants, des urbains, des ruraux, des jeunes, des vieux, des riches, des pauvres, etc., tous unis contre un même projet polluant. Et c'est hyper intéressant de voir que ça peut arriver dans les luttes, que ça arrive, que ça va continuer d'arriver et que c'est un travail constant aussi, parfois un peu difficile de coalition et de diplomatie, mais ça vaut vraiment le coup et c'est comme ça qu'on arrive à gagner. Donc voilà, vraiment, continuons à faire ça, continuons à échanger. Et c'est aussi, encore une fois, une des conclusions du rapport qui est que aussi dans ces luttes, on voit beaucoup de gens, vous les voyez, hein, beaucoup de gens qui ne sont pas forcément militants, qui ne se disent pas forcément écologistes ou de gauche ou quoi, qui sont simplement au départ indignés par un projet et qui développent très très vite une vision du monde et qui très très vite vont au-delà de la simple lutte et voient l'intérêt de coopérer, de se battre contre ce modèle. Et c'est souvent contre le nucléaire et son monde, contre les bassines et son monde, contre l'agro-industrie, etc., etc. Donc voilà, continuons à saluer le fait que cette vision globale et continuer à nous battre tous ensemble contre tous ces projets-là. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu et à bientôt pour d'autres webinaires alors.